Bien, donc moi alors il était annoncé que j'avais passé mon HDR, j'ai souhaité ne pas refaire un exposé d'HDR parce que c'est un exercice un peu particulier qui est vraiment très superficiel, survolant des années. Je me suis concentrée sur quelques points et en fait l'idée de la petite présentation aujourd'hui, c'est d'essayer de donner quelques accroches sur ce qu'on peut faire dans l'équipe. Entre autres, en fait, la notion de modèle qui va être centrale et mon exposé va s'étaler en deux parties qui correspondent à mes activités de recherche. En fait, une partie géométrie, une partie topologie, et puis je vais essayer de décrire un peu là aussi les interactions entre ces deux parties-là. Donc le contexte, en fait, bon, je suis membre alors j'ai été membre du L6, donc je suis maintenant membre du LIS depuis 2004. Je suis membre de l'équipe Gmod, donc on travaille sur de la modélisation géométrique. Et en fait, dans les travaux auxquels je prends part, on va dire que je suis à l'interface entre modélisation géométrique et topologie, plus précisément topologie algébrique. Donc, dans mon exposé, il va y avoir une partie modélisation géométrique, une partie topologie, et puis l'idée c'est qu'en fait on essaye le plus possible de faire converger ces deux visions et ces deux approches. Donc la modélisation géométrique, elle s'articule autour de la notion de modèle. Un modèle, c'est une représentation mathématique qu'on utilise. Alors, on travaille énormément en surfacique. On pourrait utiliser des modèles pour représenter évidemment des courbes, des volumes, si on parle de 3D. La plupart de mes travaux et des travaux dans l'équipe portent sur les surfaces. Donc, quand je vais parler de modèles, je parlerai en général de modèles de surface. Donc les modèles géométriques de surface, on va dire on a différents outils à portée de main qu'on peut articuler en modèle explicite ou implicite. Donc en modèle explicite, c'est des modèles pour lesquels on a directement accès aux coordonnées des points des surfaces. Donc on parlera de surface paramétrique ou de maillage. J'imagine ici que tout le monde connaît, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Et de l'autre côté, des modèles implicites. Et en fait, dans cette variété de modèles, eh bien, il y a une variété d'outils, il y a une variété de représentations mathématiques, et je dirais que le centre des travaux, c'est de se rendre compte que le modèle, ce n'est pas seulement un outil, mais qui peut vraiment être utilisé comme... le fait de choisir un modèle est quelque chose d'actif dans la résolution d'un problème, c'est-à-dire que le modèle va à la fois apporter des contraintes, mais aussi apporter un certain nombre d'avantages. Et donc, en fonction du contexte, vraiment, le choix du modèle va être totalement déterminant par rapport aux travaux qu'on pourra faire avec le modèle. Donc, en fait, c'est cette articulation-là que je vais essayer d'illustrer dans deux exemples de problèmes qu'on a pu traiter pour montrer en quoi, justement, le modèle est plus que simplement une représentation mathématique. Et vraiment, c'est un outil, ce n'est pas juste une représentation. Donc déjà par rapport aux travaux, on va dire qu'en général on travaille sur des modèles. Ces modèles-là vont s'articuler par rapport à des données, c'est-à-dire que j'ai soit un travail sur le modèle lui-même, qui peut être un travail d'analyse géométrique, par exemple comprendre les courbures de mon modèle, avoir de l'algorithmique par rapport au modèle, par rapport à des maillages entre autres. Il y a tout un travail d'algorithmique qui va permettre d'aller calculer des courbures approximatives sur des maillages. Donc je peux avoir un travail sur le modèle lui-même. Après, je peux avoir un travail entre mon modèle et des données. Alors dans un sens, quand j'ai des données qui ont été acquises, je vais vouloir reconstruire des modèles. Et ça, c'est un lien qui est bidirectionnel au sens où, justement, une bonne partie des travaux consiste à se rendre compte que là, le modèle, ce n'est pas juste une représentation. Si j'ai des données, que je reconstruis un modèle à partir de ces données, j'utilise mon modèle juste comme un moyen de représentation. Mais en fait, derrière ça, il y a beaucoup plus. C'est-à-dire qu'au moment où je fais cette reconstruction, en même temps, j'apprends des choses sur mes données et en contrepartie, je vais pouvoir segmenter et extraire des informations sur des données. Donc déjà le modèle est central dans ce travail de dialectique par rapport aux données. Et puis si je parle de forme, on peut travailler aussi dans d'autres modèles de la modélisation géométrique, entre autres en CAO, en conception assistée par ordinateur, où là il y a des formes que je souhaite représenter et encore une fois le modèle va être central dans le choix de modèle. Je vais avoir une part importante sur la possibilité de représenter simplement et de construire des modèles CAO. Donc vraiment le modèle va être pivot dans tous ces travaux, le modèle et le choix de modèle. Et
Dans une partie de mes travaux qu'on a entamés avec Aldo, l'idée c'est de se rendre compte que par rapport à ça, la topologie, ça va apporter autre chose que justement ce triplé modèle, données, forme. La topologie apporte une information d'une nature qui est différente et donc du coup qui va pouvoir venir s'intégrer elle aussi à ce travail. Donc, dans cet exposé, je vais dire qu'il y a une première partie où j'ai pris 2 exemples de problèmes qui permettent de voir l'articulation justement d'un choix de modèle dans une résolution de problème. C'était des travaux qu'on avait menés donc sur des données LIDAR, je vais y revenir, acquises en environnement forestier, où le challenge c'était de faire de la reconstruction à partir de données, de telles données. Et donc il y a un premier travail sur de l'extraction de formes tubulaires, que je vais parcourir rapidement, et puis un travail sur la reconstruction de surface de poissons. Donc on a développé un modèle de reconstruction de surface de poissons pour des données largement occluses, donc avec intégration de formes a priori. Et puis une deuxième partie où je vais parler un peu de topologie, et l'idée ça va être de voir comment la topologie peut venir s'intégrer à ce travail de modélisation géométrique. Donc je parlerai rapidement des HDVF qui ont été développés avec Aldo, et puis de 2 mesures qui permettent quelque part d'apporter une mesure géométrique à des trous qui, eux, sont de nature topologique. Donc je vais commencer par la modélisation géométrique et puis dans le contexte des données LIDAR. Donc les données LIDAR, c'est des données, le LIDAR c'est un scanner laser. Donc c'est des données qui sont acquises en fait en utilisant un scanner qui, par mesure du temps de propagation du signal, d'un signal laser, permet d'estimer la distance entre le capteur et des points de données. Donc un nuage LIDAR, c'est quelque chose qui est de plus en plus développé, c'est des données qu'on a de plus en plus facilement. Le challenge, c'est que c'est juste un ensemble, une collection gigantesque de points, mais qui n'a absolument aucune sémantique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun sens dedans, il n'y a aucune interprétation de ces données. Et je dirais que il y a un gros enjeu qui est d'extraire du sens à partir de ces données-là. Sachant que les données, quand on les regarde, alors il y a beaucoup de travaux qui ont porté au départ sur des environnements qui étaient urbains, sur des pièces fermées, sur de l'analyse de forme. Donc je prends un objet, je le scanne. Ça, je vais dire, à partir du moment où j'ai des artefacts humains, c'est quelque chose qui est relativement simple. C'est-à-dire que les formes humaines comportent des formes géométriques assez facilement reconnaissables, plans, cylindres, etc. Donc il y a tout un travail qui a été fait au début des scanners LIDAR qui est relativement abouti aujourd'hui. Quand on se place en environnement naturel, forcément la géométrie est plus complexe. Et d'autant plus que ce qu'on voit ici sur la grosse image, on a l'impression d'avoir quelque chose où il y a des formes assez facilement reconnaissables, mais si on zoome localement, on se rend compte en fait que déjà les formes sont forcément partiellement décrites. Tout scanner ne peut scanner que ce qui est face à lui, donc il y a au moins la moitié des objets qui sont non décrits. Et puis il y a beaucoup plus que ça, c'est-à-dire que concrètement, derrière la belle image qui est là, les vraies données, elles ressemblent à ça. Donc il y a énormément d'occlusion. Un objet cache, écrante forcément tout ce qui est derrière lui. Il y a énormément de bruit de mesure. Il y a énormément de phénomènes aussi qui n'existent pas dans une pièce interne. C'est-à-dire que le vent, le moindre courant d'air perturbe la mesure. Une mesure, ça prend un certain temps. Hein. Le faisceau, le temps qu'il ait balayé l'ensemble de l'espace, il y a un temps, et donc tous les bruits de mesure, les bruits liés au vent, les bruits liés à la manière dont la matière va renvoyer la lumière, ça crée énormément d'artefacts. Donc la réalité, c'est ça, plus on voit très bien des différences d'homogénéité, plus on est loin du scanner, moins la densité va être élevée. Donc du coup, ce à quoi on a été confronté, le travail a été démarré avec des gens qui travaillent en géomatique, en écologie et des forestiers. C'est des nuages de points qui sont extrêmement lourds, on parle de milliards de points en général, bruités, avec des occlusions qui peuvent être vraiment extrêmement larges, et puis des données qui sont très inhomogènes. Donc globalement, en fait, justement à ma soutenance d'HDR, on me faisait remarquer que c'est quasiment des nuages de bruit qu'on a, fondamentalement. Et à partir de ça, l'idée c'est d'extraire du sens quand même, de reconnaître des formes et de ramener de la géométrie et éventuellement de la topologie. Ça c'est la suite des travaux. Donc
Il y a tout un ensemble de travaux qui ont été menés. Je vais m'attarder sur les boîtes vertes. Donc, je vais m'attarder justement sur la partie, à partir de données de ce type-là, la question d'extraire des formes tubulaires, parce que je trouvais que ça avait un sens par rapport à l'exposé d'aujourd'hui sur justement l'utilisation d'un modèle pour faire quelque chose. Et puis je m'attarderai aussi sur la notion sur le modèle de poisson qui a été développé pour reconstruire des formes fines à partir de ça. Donc voilà, les données LIDAR, je les ai montrées. La seule chose que je n'ai pas montrée, c'est ça aussi, c'est-à-dire que la plupart du temps, pour essayer de décrire les formes de manière un petit peu plus précise, on ne se contente pas d'une seule vue, donc on fait plusieurs mesures et on recolle les nuages de points. Et le recollement, compte tenu des problèmes que j'ai mentionnés précédemment, n'est jamais parfait, donc en général on a en plus ce genre d'artefact. C'est-à-dire qu'au moment du recalage entre les nuages de points, la géométrie est mal rendue et donc j'ai en plus des problèmes de décalage et de superposition de mes nuages. Donc la principale hypothèse de travail justement ça a été d'utiliser la notion de modèle géométrique pas seulement comme un outil de représentation, mais comme un outil de compréhension et d'analyse. Donc la première hypothèse, c'est que les données sont beaucoup trop bruitées pour être comprises à l'échelle microscopique. En fait, on arrive à comprendre les données seulement quand, comme on le fait avec l'œil humain, on prend du recul. C'est-à-dire que l'œil humain, quand il voit un nuage de points tel que je viens de montrer, on voit instantanément où sont les branches, où sont les feuilles. L'œil humain voit très bien ce qui est caché derrière ce nuage de points. Et en fait, c'est parce qu'on travaille plutôt à l'échelle macroscopique qu'à l'échelle microscopique. Donc à partir d'un nuage de points, pour atteindre l'échelle microscopique, pour avoir une analyse qui ne soit pas seulement locale, il y a besoin en fait, d'avoir un modèle qui va venir se caler sur les données, et j'ai besoin d'avoir mon modèle qui me permet de lire mes données à une échelle plus macroscopique que microscopique. Donc vraiment, c'était l'hypothèse de base, d'utiliser le modèle comme un outil de lecture et comme un outil de compréhension des données. Et de l'utiliser justement en parallèle, combiner tous les processus de reconstruction avec ceux d'analyse segmentation. Donc d'imbriquer totalement ces différentes étapes, ces différentes facettes de la modélisation géométrique. Donc, par exemple, pour l'extraction de structures tubulaires, justement, l'idée, c'est que pour extraire des structures tubulaires, à un moment donné, il faut reconnaître des formes. Donc, on est parti d'une notion centrale qui était de détecter des formes. Alors, il est communément admis dans la communauté qu'on cherche des structures tubulaires. Donc des structures tubulaires, localement, elles sont à peu près cylindriques. Ce qui veut dire qu'on est en train de commencer à avoir un noyau dur qui serait une reconnaissance de cylindres, de portions cylindriques dans des données. Pour ça, il y a quelque chose qui est bien connu, qui est la transformée de Hough, dont je donne une petite intuition ici rapidement. La transformée de Hough, en fait, quand on a un nuage de points, il y a quelque chose qui est connu de tout le monde depuis environ la classe de 6e, c'est quand je prends 3 points, par 3 points passe un unique cercle. Donc, dans un nuage de points, j'ai une chose qui est toute simple à faire, c'est que pour chaque triplet, je calcule le cercle passant par ce triplet. Et je vais définir un espace parallèle, qu'on appelle l'espace de Hough, qui est en fait un espace des modèles. C'est-à-dire que par les 3 points rouges qui sont à gauche, passe le cercle rouge. Ce cercle, il est déterminé par un centre et un rayon. C'est-à-dire par un point 3 dimensions dans l'espace des modèles, les 3 dimensions étant centre-rayon. Donc dans mon espace de modèle, ce triplet vote pour un point. On va discrétiser l'espace des modèles, ce qui va me permettre d'avoir un processus d'accumulation. Chaque triplet vote pour un point dans l'espace de Hough, c'est-à-dire pour un modèle. En ayant discrétisé l'espace, j'ai un phénomène d'accumulation dans les voxels de l'espace, et au final, eh bien, on obtient la reconnaissance de forme qui est marquée à droite, c'est-à-dire que le modèle le plus probable est celui pour lequel le nombre de votes a été le plus élevé. Donc j'ai transformé mon problème de reconnaissance de forme en un problème de détection de maxima dans un espace de Hough. Alors moi, je ne cherche pas un cylindre, je cherche une structure tubulaire, c'est-à-dire un empilement de cylindres. Donc en fait, je cherche une ligne de maxima dans l'espace de Hough. Donc j'ai ramené mon problème, j'ai changé d'espace, et ça m'a permis de ramener mon problème à une question de détection de lignes dans un espace de modèle. Donc ensuite, cette question de détection de lignes, donc là on voit déjà que j'ai utilisé le modèle comme pivot, c'est-à-dire que
Mon modèle, j'ai choisi de prendre un modèle de cylindre. Mon modèle de cylindre, il est donné par des paramètres. Ces paramètres, je peux les rechercher dans un espace de modèle. Et donc, ça me permet d'avoir transformé, de m'être transporté dans un espace de modèle. Ces lignes maximales, maintenant, j'ai fait on a une représentation 2D là, de ce que peut donner l'espace de Hoef. Bon, il faut imaginer que les points, comme vous avez vu, il y a beaucoup de bruit, donc on n'a pas une vraie ligne marquée et très nette. Il y a des variations de rayons, il y a la convergence, la structure tubulaire n'est pas parfaite, donc en fait on a une zone maximale qu'on va essayer de rechercher. C'est assez connu, donc dans le domaine aussi de la modélisation géométrique. Là, on a quelque chose qui marche relativement bien, c'est ce qu'on appelle les modèles déformables. Donc les modèles déformables, en fait, les Snake datent de mémoire des années 90. Donc on utilise, je me place là pour l'instant en 2D, les modèles déformables vont me permettre, dans une image, donc ça vient du domaine de l'image, de pouvoir détecter des zones d'intérêt. Et donc, je vais définir simplement une énergie qui va comporter différents termes. Elle va comporter une énergie rouge, qui est une énergie de données. Cette énergie de données, c'est la partie, le noyau central, le noyau dur. Étant donné ma courbe paramétrique, je cherche à déformer donc le modèle déformable consiste à déformer ma courbe paramétrique pour l'amener vers des zones d'intérêt du modèle. Donc, je vais définir une énergie de données qui va attirer ma courbe paramétrique vers des zones d'intérêt du modèle. L'énergie de données, ça peut être par exemple le gradient d'image, ça peut être d'attirer vers des arêtes, ça peut être d'attirer vers des points sombres, vers des points clairs. Donc je définis une énergie correspondant à ce que je recherche dans mes points. Et puis j'ai contrebalancé ça avec deux autres paramètres d'énergie qui sont que mon modèle, je veux que ma courbe se déforme pour aller épouser une zone d'intérêt, mais tout en délimitant, en étant résistante au bruit. Donc je vais introduire deux termes qui sont des termes géométriques ici, bleu et orange, qui sont un terme de résistance, enfin de torsion, et un terme d'étirement. Ce que je vais faire, c'est en même temps limiter l'étirement de mon contour et limiter sa torsion. Et donc globalement, pour la forme grise que j'ai là-haut, eh bien, en minimisant cette énergie, je vais pouvoir avoir une courbe qui va se déformer en venant épouser le contour, tout en étant résistant au bruit et aux artefacts locaux qui pourraient se produire. Donc, les modèles déformables, c'était quelque chose qui était relativement connu. Et donc, dans ce cadre-là, ça se prêtait totalement, c'est-à-dire qu'on a une courbe qu'on va venir déformer pour l'amener sur les lignes de maxima de notre espace de Hoef. Donc la zone d'intérêt, c'est les scores élevés de notre espace de Hoef. Et ce qu'on souhaite justement pour être résilient au bruit, aux occlusions, etc., c'est pouvoir avoir une certaine tension de notre courbe, de manière à ce que si localement, dans mon espace de Hoef, il y a du parasitage et du bruit, eh bien, cette énergie interne de la courbe puisse apporter une résistance au bruit. Donc par rapport à ça, ça c'était l'état de l'art. Premier problème, la transformée de Hoef, si on la regarde bien, donc là, il y a différentes transformées de Hoef. Je vais en rajouter un peu, on peut faire mieux. Mais la transformée de Hoef, du coup, telle que je viens de la présenter, pour chaque triplet de points, j'ai un vote pour un modèle. Chaque triplet de points, grand taux de N3. On peut faire un peu mieux, on peut faire de la transformée de Hoef one-to-many, c'est-à-dire que chaque point vote pour un ensemble de modèles, ça reste très cher. C'est-à-dire que la transformée de Hoef standard, avec 1 milliard de points, elle est non atteignable. Au niveau complexité, c'est quelque chose qui est non atteignable pour nos volumes de données, non utilisables. Donc la première chose qu'on a fait, ça a été de définir une transformée de Hoef rapide. En fait, on s'est rendu compte que la transformée de Hoef classique, on pouvait l'accélérer énormément si on rajoutait une information qui est une information normale. Nos points, dans un espace, on est capable d'en calculer une normale approximative assez facilement. Il y a beaucoup d'algorithmes qui existent pour ça. Quand on a un nuage de points, on peut, par approximation locale, arriver à calculer des normales estimées en chaque point. Et en fait, si je vais parler de transformer en cercle, ça sera plus simple. Par chaque triplet passe un cercle. En fait, fondamentalement, la transformée de Hoef consiste à prendre des points et à être capable de leur associer un modèle. Si, à mes points,
j'adjoins une information de normale. Il n'y a plus besoin de prendre un triplet de points pour savoir où est le centre du cercle. Étant donné un point plus une normale, les cercles potentiels, leur centre, il est forcément sur la normale. Et à partir du moment où j'ai le centre, si je décide d'un centre, le rayon est fixé simplement par la distance entre le centre que j'ai fixé et ma normale. Et donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est que la transformée de f en point plus normale, elle devient linéaire. Le paramètre, c'est lambda. La transformée de f en point plus normal, ça revient à simplement faire un ray tracing, tracer une ligne dans l'espace de f. Dans mon espace de f, si j'ai l'information de normale, la transformée de f devient simplement le tracé d'une droite. Les cercles pouvant contenir un point plus normal sont une simple ligne dans mon espace de modèle. Donc, j'ai ramené ma transformée de f à une complexité qui est donc d'une complexité n3 à une complexité linéaire. Elle devient donc atteignable pour des volumes importants de données. Donc ça a été le premier pas, c'est-à-dire pouvoir modifier, pouvoir apporter une transformée de f en point plus normal, qu'on va d'ailleurs pouvoir généraliser aussi à d'autres modèles, hein, pas seulement des cercles. Pour l'instant, on a utilisé ça pour des cercles, mais l'idée, c'est que cette information normale permet vraiment de faire complètement tomber la complexité d'une transformée de f standard. Donc ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième, c'est que cette énergie qui est bien connue, qui est utilisée dans le monde de l'image depuis des années, dans notre cas, on ne pouvait pas travailler directement avec ces modèles déformables. C'est-à-dire que un modèle déformable est une courbe paramétrique fermée. Donc déjà, la première chose, c'est quand on cherche des structures tubulaires, on cherche des courbes ouvertes. On cherche globalement un cylindre un peu déformé. Donc, je n'ai pas quelque chose qui est fermé, j'ai quelque chose qui est ouvert. Et je ne peux pas prédéterminer les extrémités. Si je connaissais les extrémités de ma forme, j'aurais quasiment gagné. Il n'y aurait pas besoin d'aller faire des modèles déformables pour arriver à trouver les maxima dans l'espace de f. Donc, ce qu'on a, en fait, c'est simplement un espace de f où on cherche des maxima. On peut éventuellement prendre les maxima locaux pour essayer de partir de là en se disant j'ai forcément une ligne de maxima qui passe par un maxima local. Mais on a besoin impérativement d'avoir des modèles déformables qu'on peut faire croître, donc qui doivent être ouverts et croissants. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte en fait que l'hypothèse faite partout dans le monde des gens qui utilisent les modèles déformables ne s'applique plus. À partir du moment où mon contour doit pouvoir croître, si on regarde bien ici, cette énergie, l'énergie de données, elle est simplement définie comme l'intégrale de l'énergie de données, donc qui peut être un gradient d'image, qui peut être une valeur d'une image, du. L'intégrale d'une fonction le long d'une courbe, c'est bien connu qu'il ne suffit pas d'intégrer la fonction du. Ça implique une hypothèse de paramétrisation normale. Intégrer une valeur le long d'une courbe paramétrique, la paramétrisation générale, c'est celle-là. C'est-à-dire que si j'intègre une valeur qui est une énergie de données le long d'une courbe paramétrique, il faut que je fasse intervenir la dérivée, la norme de la dérivée de cette courbe paramétrique. Donc en fait, vraiment le travail avec l'énergie standard posait d'énormes problèmes. Entre autres, c'était impossible de faire croître les contours parce que quand on essayait de faire croître le contour et qu'on appliquait le modèle classique que tout le monde utilise de Snake, de modèle déformable, eh bien, la déformation qui devait venir recaler sur les données et apporter une rigidité au contour, en fait, elle avait tendance à resserrer le contour. Donc on avait en permanence des oppositions entre la croissance et la minimisation de l'énergie. Donc on a décidé de faire un travail plus fondamental et donc de voir ce que ça donnait, d'utiliser une paramétrisation générale pour cette énergie de données. Et en fait ça s'est vraiment avéré payant au sens où donc, l'énergie, pour en trouver le minimum, on utilise les équations de L'Euler-Lagrange, on obtient une équation de cette forme-là, donc bon, il y a des termes. Ce qui est important, en fait, c'est ces deux termes V1 et V2 qui vont s'exprimer de cette manière-là. Et ce qui se passe, c'est que dans la fonction classique, eh bien, on a des termes V1, V2 qui vont dépendre du gradient d'image, et puis là-bas de C seconde de U. En partant d'une paramétrisation générale, les termes V1, V2 qu'on obtient sont ceux-là. Alors, j'ai fait le petit dessin là-bas pour voir qu'en fait, ces deux termes,
on voit qu'ils ont la même nature, ils ont la même structure. J'ai un vecteur, ici c'est le gradient, là-bas c'est c secondes de u, et puis on voit que c'est ce vecteur moins ce vecteur fois un paramètre t, le tout fois t, avec une norme devant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces termes V1 et V2, eh bien, c'est exactement la composante orthogonale au contour du gradient d'image et la composante orthogonale au contour de ces secondes de U. C'est-à-dire qu'en passant en paramétrisation générale, on s'est rendu compte que toutes les déformations induites par la minimisation de l'énergie deviennent orthogonales au contour. Et donc, ça ouvre la voie à des modèles déformables croissants sur lesquels on peut faire cette minimisation. C'est-à-dire que j'ai un modèle déformable, je le fais croître selon certains critères pour m'approcher le plus possible des lignes de maxima, et ensuite j'applique ma minimisation d'énergie. Ma minimisation d'énergie va être orthogonale au contour. Elle ne va plus faire rétrécir mon contour en utilisant, comme il se doit, l'optimisation sur un contour en paramétrisation générale. Justement, on n'a plus ces effets de compétition. Donc bon, après on a fini la résolution de manière assez standard et du coup on obtient des modèles déformables qui peuvent croître proprement dans l'espace de Hoef en se situant au fur et à mesure sur des lignes d'extréma. Les résultats, bon, je donne quelques images. Quand on prend un modèle comme ça qui était synthétique, sur lequel on a fait une simulation de capture de nuages de points, donc on a fabriqué un modèle synthétique qui est le modèle en général qui pose problème à tous les algos concurrents. C'est-à-dire, ce qui posait problème aux algos concurrents, c'était des tubes qui tournaient, donc en tire-bouchon, des variations de rayons assez violentes, et puis des formes qui rebouclaient sur elles-mêmes. Donc on savait que les algos concurrents échouaient sur ces trucs-là. Sur ce modèle synthétique, on a fait une simulation de lancer de rayons LIDAR, et puis on a reconstruit, donc voilà ce qu'on obtient, et avec un taux de décimation de 50%, on reconstruit toujours la même chose, et avec un bruit de 4 cm, ce qui revient selon les zones à environ au moins 10%, on continue à être résistant, et ça s'est avéré payant aussi du coup après sur des modèles réels, enfin sur des données réelles en forêt, c'est-à-dire que ça donne totale satisfaction, il y a un algo de validation, donc on a donné le bébé maintenant aux forestiers qui s'amusent à faire de la validation avec, et donc ça s'avère extrêmement résilient sur des nuages de points. On a effectivement la possibilité de reconstruire les formes tubulaires. Je vais essayer de pas... Non, il reste combien de temps ? Ouais. Donc je vais peut-être m'arrêter là. Je vais juste te montrer quelques images. Donc, je veux quand même parler un peu aussi de l'aspect topologique pour justement montrer l'interaction entre les deux. Il y a un deuxième travail que j'aurais aimé présenter, mais du coup je vais juste montrer les images. Par rapport à ça, du coup, une autre façon d'utiliser, de choisir les modèles, c'était un travail qu'on a fait sur développer un modèle de poisson. Donc un nouveau modèle de poisson, non basé comme les travaux initiaux de Kasdan sur un modèle de convolution de fonctions en escalier, mais vraiment en utilisant un modèle qui est très largement utilisé en modélisation géométrique de CSRBF. Donc en choisissant un modèle propre et donc en faisant tout un travail de reformalisation, de discrétisation du problème de poisson, je vais en venir au résultat, si je peux. Voilà. On avait toujours ce problème sur des nuages de points, c'est que les formes sont partiellement décrites. Donc c'est bien gentil d'avoir reconstruit des données tubulaires, mais les données tubulaires, là où on ne connaît rien sur les données, c'est mieux que rien. Mais pour des formes telles que celles-là, qui sont extrêmement fréquentes en milieu, entre autres, tropicaux, on imagine bien que la reconstruction cylindrique, c'est quand même très insuffisant. Et donc, on a fait tout un travail en fait de développer un algorithme de poisson sur un modèle particulier qui sont des surfaces à base radiale et support compact, car ce modèle-là permettait en même temps de développer une reconstruction de surface de poisson résiliente, et en même temps, c'est des fonctions qui ont des bonnes propriétés en termes de théorie de l'interpolation, et donc qui permettent, quand on a un modèle donné, ici des cylindres, d'avoir des garanties
d'interpolation de ce modèle-là. En choisissant ce modèle-là, qui est capable à la fois de nous résoudre des systèmes différentiels et en même temps de pouvoir être utilisé pour représenter n'importe quelle forme, bien ça nous a permis du coup, ce qu'on voit ici, c'est-à-dire d'avoir un processus de fusion entre des choses qui sont totalement différentes, c'est-à-dire que les parties visibles sont reconstruites par notre algorithme de surface de Poisson, et dans le même modèle, on est capable de reconstruire les parties invisibles en important un modèle reconstruit quasiment cylindrique. Et au final, de reconstruire les formes qui sont à droite, alors qu'en fait, ce qu'on a, c'est seulement les données un peu sombres qui sont à gauche. Donc, justement, en choisissant le bon modèle, on est capable de fusionner comme ça, d'amener ensemble des processus qui, eux, seraient totalement différents. Donc, voilà, ça, c'est la jolie image. Alors, je voulais aussi parler un tout petit peu de topologie algébrique. Donc, bon, ici, il y a pas mal de gens qui connaissent la topologie. Je vais resituer un tout petit peu. Donc, la topologie, c'est l'étude d'un objet à déformation continue près. Donc, le mug, c'est pas la même chose que la tasse parce qu'il y a un trou. Donc, fondamentalement, la topologie, par rapport à ce qu'on vient de faire, qui s'intéresse vraiment à la géométrie des points en 3D, elle va apporter une information d'une autre nature parce que je m'intéresse plus vraiment à la localisation géométrique dans l'espace, mais à la déformation, à la caractérisation à déformation continue près. La topologie algébrique, par rapport à ça, c'est un outil qui est un peu magique. On veut caractériser la topologie, on va prendre l'objet, on va lui associer un objet algébrique. Donc je prends mon objet, mon vrai objet, et je lui associe un objet algébrique. Et en fait, les propriétés de cet objet algébrique, souvent un groupe, vont refléter la topologie. Alors moi, j'aime bien faire le dessin de l'homotopie, enfin du groupe fondamental, parce que je trouve ça très visible. J'ai mon objet, c'est un tore, et puis je vais regarder les lacets, bon, je pense que la plupart d'entre vous doivent connaître, hein, mais le fait de voir ça vraiment algébriquement, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que je regarde tous les lacets qui passent par un point. Là, je suis toujours un peu dans la géométrie, mais j'ai déjà défini un ensemble à partir de ma géométrie. Ces lacets, je vais les quotienter à déformation continue près. Là, d'un seul coup, j'obtiens un groupe. J'ai basculé dans le monde de l'algèbre. Et les propriétés de ce groupe vont traduire les propriétés topologiques de l'objet, c'est-à-dire, entre autres, je vais pouvoir avoir une information sur les trous de mon objet. Donc, l'homotopie, c'est très bien. Emmanuel fait un cours là-dessus, on propose un cours là-dessus en master. Sauf que l'homotopie, pour les informaticiens, elle se calcule mal et elle a quand même, pour nous, de gros inconvénients. Donc, nous, on préfère l'homologie. Je ne vais pas rentrer dans la définition de l'homologie. Enfin, si je vais y rentrer un peu, mais très intuitivement. Donc après, quand on est informaticien, justement, Emmanuel a parlé de complexes, il parlait de complexes, de vrais complexes simpliciaux. Quand on est informaticien, on a besoin d'une représentation discrète des objets pour faire des calculs dessus. Donc on parle en topologie algébrique de complexes. Donc Emmanuel a parlé des complexes simpliciaux, c'est des complexes qui sont fabriqués à base de triangles. Triangles, tétraèdres, etc. Il a donné une définition très propre. On a d'autres types de complexes, hein. On peut parler de complexes cubiques. C'est un peu la même chose, sauf qu'on utilise des cellules qui à la base sont rectangulaires. Et puis, plus générique, on peut parler de complexe cellulaire. Donc, la notion de complexe par rapport à ce qui est dans la colonne de gauche, la topologie, ça va être des objets sur lesquels je vais pouvoir commencer à m'intéresser à la question de calcul. Et donc, la topologie algébrique algorithmique porte sur, puisque j'ai des objets qui sont accessibles d'un point de vue informatique, comment je fais mes calculs. Ce sera le troisième exposé. Donc moi, je vais aller très vite sur l'introduction topologique, puisqu'il y a un exposé après. Donc du coup, pour ça, déjà, on peut se poser la question, la topologie étudie les trous. Qu'est-ce que c'est qu'un trou ? En fait, un trou, d'un point de vue géométrique, un trou, c'est le bord, on va parler de bord, de face. D'un point de vue topologique, c'est autre chose, puisque je suis en train de parler à déformation continue près. Et d'un point de vue topologique, en fait, si on regarde un cycle, une boucle d'arête, on se rend compte que finalement, quand est-ce que ce cycle, c'est un trou ? C'est un trou quand cette boucle d'arête bleue n'est pas le bord de quelque chose. Si j'ai une zone connexe dont ce cycle est un bord, alors c'est que ce n'est pas un trou. Par contre, à droite, j'ai bien une boucle d'arête, mais c'est le bord de rien, justement parce qu'il y a un trou. Et l'homologie, pour moi, je trouve qu'intuitivement, ça caractérise ce que c'est que l'homologie. Donc après, ça va être formalisé en termes de groupe, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au cycle, et un trou,
c'est un cycle qui est le bord de rien. Donc forcément, la notion centrale, c'est le bord. On a un opérateur de bord qu'on va définir sur des groupes. Bon, j'ai un opérateur de bord. Les cycles, c'est le noyau de l'opérateur de bord. Un cycle, c'est un truc qui boucle. Donc, le cycle bleu, son bord, il est nul. Forcément, puisque ça reboucle. Et ensuite, on a dit le bord de rien. Maintenant, je peux regarder l'image. Je regarde mon complexe. Et je veux regarder ce qui est le bord de quelque chose. Ça, c'est l'image de l'opérateur de bord. L'homologie, c'est simplement le quotient entre les deux. Donc ça va me permettre de caractériser les trous comme étant des cycles qui sont le bord de rien. Je le fais un peu intuitif, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, par rapport à ça, on définit des groupes d'homologie qui ont une décomposition. Ça me permet de parler de nombre. Donc cette décomposition, chaque groupe d'homologie, en fait, a une première partie, la partie libre, qui est Z à une certaine puissance. Ce nombre de Betty va être extrêmement signifiant en termes de nombre de trous. Et puis, je vais avoir une notion de générateur d'homologie. Quand j'ai cette décomposition-là, une base du groupe, on va parler de générateurs d'homologie qui vont me permettre d'une certaine manière de caractériser, d'identifier mes trous. Donc, le premier nombre de Betty me donne le nombre de composantes connexes. Donc, si j'ai un double tore creux avec un tore plein à côté, le nombre de composantes connexes, c'est 2. Donc je vais trouver que bêta 0 vaut 2. Toujours sur ce même objet, le nombre de tunnels, c'est le nombre de courbes indépendantes que je peux tracer. Là, je vais trouver 5. Et je vais trouver que bêta 2, c'est le nombre de cavités. Dans ce cas, c'est 1. Parce que celui-là est creux. Il y a une sphère qui peut passer à l'intérieur, mais l'autre est plein. Donc il n'y a pas de cavité à l'intérieur. Donc les nombres de Betty me caractérisent vraiment quelque chose dont on voit qu'il est à la fois géométrique et en même temps d'une autre nature. L'homologie persistante, j'en dis 2 mots, mais justement, je pense qu'il va y revenir. Donc, l'homologie persistante par rapport à ça, je suis juste en train de donner quelques grandes lignes, parce qu'après, je voulais juste introduire certains travaux qui ont été faits durant la thèse d'Aldo. Donc, par rapport à ça, l'homologie persistante, pour aller vers la géométrie, c'est quelque chose, nous, qui nous intéresse fortement. La topologie, comme on vient de le voir, ça va me caractériser les trous. Maintenant, quand on est en modélisation géométrique, on est quand même intéressé pour savoir si les trous ils sont gros ou petits. Donc la persistance homologique, c'est quelque chose qui va me permettre d'avoir une notion d'échelle. Donc globalement, quand j'ai un complexe, je vais introduire une filtration. Mon complexe, je vais le décomposer en sous-complexes qui progressivement vont reconstruire le complexe entier. Donc en général, on le représente comme ça. J'ai une fonction qui saucissonne mon complexe de bas en haut, comme un scanner. Et à un temps t, le complexe kt, c'est ce qui est au-dessous du temps t. Donc, ce complexe-là, il est progressivement reconstruit. Le propre d'une filtration, c'est que j'ai inclusion de chaque complexe dans le suivant. J'ai une inclusion de plus en plus grosse qui me reconstruit mon complexe complet. Quand j'ai cette filtration-là, eh bien, en fait, d'un seul coup, les artefacts topologiques, les trous, on voit qu'ils apparaissent et ils disparaissent. Ici, j'ai 2 composantes connexes. Si je monte un petit peu, elles vont se rejoindre. Donc il y a une des 2 composantes qui meurt, qui est quelque part intégrée à la seconde. Et puis progressivement, j'ai des trous qui apparaissent, qui disparaissent. Et donc la persistance homologique travaille avec ce qu'on vient de voir, la notion de trou, la notion d'homologie, mais il leur introduit une dimension de temps ou une dimension d'échelle. C'est-à-dire que chaque artefact topologique, il va être associé à un intervalle de vie et de mort qui va permettre de caractériser, entre guillemets, sa taille. On imagine bien qu'un trou qui est petit, il va naître et mourir presque en même temps. Un trou qui est gros, il va naître et mourir à des intervalles de temps très différents. Voilà, maintenant que tout ça c'est établi. Donc, on s'est intéressé dans la thèse d'Aldo déjà à des questions de calcul de l'homologie. Calcul de l'homologie, il y a différentes grandes familles pour calculer l'homologie. Il y a des familles la forme normale de Smith, ça utilise l'opérateur de bord, on peut lui associer une matrice, ça fait une espèce de pseudo-diagonalisation de la matrice de bord, donc c'est une approche qui est très algébrique. J'ai une matrice, je la diagonalise, on perd le lien avec l'objet géométrique sous-jacent. L'homologie effective, elle travaille avec une réduction, c'est-à-dire je prends un complexe qui est gros, je vais calculer une réduction vers un complexe qui est beaucoup plus petit, où l'homologie est facile à calculer, et je garantis en fait que ces 2 complexes ont la même homologie. Et puis nous, en tant que géomètres, entre guillemets,
il y a une approche qui nous intéressait particulièrement, c'est ce qu'on appelle la théorie de Morse discrète, où là, c'est une approche combinatoire avec un graphe. Je vais calculer l'homologie par une espèce de graphe que je dessine sur le complexe. Donc vous imaginez que vous avez votre complexe. Il y a une façon particulière de calculer des graphes dessus, qu'on appelle des discrete gradient vector fields. Ça a été introduit par Foreman. Et à partir de ce graphe, je vais pouvoir, alors, si tout va bien, quelquefois calculer l'homologie. Le problème, c'est que la théorie de Morse ne permet pas toujours de calculer l'homologie. Elle permet simplement, en général, d'avoir une borne supérieure sur les nombres de Betti. Et pourtant, nous, en termes de géométrie, on était très intéressés par ça. Donc, un des premiers travaux a été d'étendre un peu la notion de théorie de Morse discrète pour autoriser ce qui bloquait. Certains complexes, leur homologie ne peut pas être calculée par la théorie de Morse parce que, je vais y venir après, il y a le graphe sur le complexe que je dessine doit être acyclique. En relâchant un peu cette condition et en autorisant les cycles d'une manière assez contrôlée, on est capable en fait de calculer l'homologie à partir d'un graphe qu'on a appelé un HDVF de manière plus générale. Alors on n'est pas sûr qu'on peut toujours calculer un HDVF, mais enfin pour l'instant on n'a pas trouvé de contre-exemple. Et on a de larges classes sur lesquelles on peut garantir qu'on a un HDVF. Donc un HDVF, globalement, ça se présente un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est un graphe sur l'objet qui me permet de calculer l'homologie. Et donc à partir de ça, Aldo a pu définir des mesures géométriques des trous topologiques. Et je dis à partir de ça parce que justement par rapport aux autres caractérisations géométriques des trous topologiques, par rapport à la persistance par exemple, le fait que l'homologie est calculée vraiment par un graphe sur l'objet, ça permet derrière que les mesures elles aient vraiment quelque chose de géométrique, c'est-à-dire qu'on soit capable d'identifier les trous indépendamment les uns des autres et pour chacun avoir une certaine représentation. Donc les HDVF, je balaye juste un petit peu, c'est la théorie de Morse discrète initiale. Globalement, quand j'ai mon objet, dessus je vais calculer un graphe qui est particulier, c'est un couplage, blablabla, un discrete gradient vector field. Quand j'ai ce graphe-là, les cellules qui ne sont pas couplées, on appelle ça des cellules critiques. Et le résultat, c'était en fait que j'ai une borne supérieure, c'est-à-dire que les nombres de Betti sont inférieurs ou égaux au nombre de cellules critiques. Alors oui, forcément inférieur ou égal, parce que si je prends mon objet, que je mets le graphe vide dessus, quelles sont les cellules qui ne sont pas couplées? Toutes. Donc ce qu'on voit, c'est que quand j'ai un objet, le graphe, il faut qu'il contienne le plus de cellules possible pour diminuer cette borne. Si mon graphe ne contient presque pas de cellules, celles qui ne sont pas couplées, c'est toutes. Donc là, ma borne, elle peut varier très largement. Donc ça, c'était les DGVF. Les DGVF, en fait, on sait que dans le meilleur des cas, le nombre de cellules critiques qu'on va avoir à partir de ce type de graphe va être un majorant au nombre de Betti. Et on sait aussi qu'il y a certains complexes pour lesquels il n'est pas possible d'avoir un DGVF parfait, c'est-à-dire d'avoir un graphe qui me donne exactement l'homologie. Et ce qui bloquait, en fait, c'est que ces graphes, les DGVF, l'hypothèse principale, c'est que les V-paths, les chemins dans une certaine dimension, sont acycliques. Donc, pour arriver à avoir une égalité et pas simplement inférieure ou égale, il a fallu autoriser les cycles. Donc ça, c'est la notion de HDVF qui a été introduite par Aldo dans sa thèse. Donc bon, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, on allège cette condition, on autorise les cycles avec une condition quand même de contrôle. La condition de contrôle, c'est qu'il faut que la matrice de bord réduite soit inversible. Donc, on va s'autoriser des graphes plus généraux dans lesquels il y a des cycles tant que la matrice de bord réduite reste inversible. Et à ce moment-là, en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que dans beaucoup de cas, on peut garantir qu'on est capable de calculer l'homologie. C'est-à-dire que je vais pouvoir calculer l'homologie à partir d'un graphe sur l'objet. Et ça, en termes de géométrie, ça nous intéresse beaucoup parce que d'un seul coup, le calcul de l'homologie est complètement lié à quelque chose de combinatoire sur mon objet d'origine. Et à partir de ça, ça a apporté pas mal de résultats qui étaient de caractériser la géométrie des trous,
Et puis aussi, entre autres derrière, comme effet secondaire, de pouvoir avoir des générateurs d'homologie et de cohomologie quasi minimaux. Alors, géométrie d'un trou, je terminerai par ça. Les deux trous qui sont là, ben, en fait, on s'est rendu compte que pour caractériser leur géométrie, il faut deux mesures. C'est-à-dire que le trou de gauche, il est petit, mais il est large, il est solide. Si je dois le casser, en fait, il y a une énergie importante qui est nécessaire. Le trou de droite, il est gros, mais il est fragile. Et donc, du coup, Aldo a introduit une paire de mesures. Donc, on utilise la persistance homologique avec une filtration appropriée qui capture la géométrie. Et il a montré en fait que chaque trou peut être caractérisé par une paire thickness-breadth, c'est-à-dire d'épaisseur-ampleur. Et étant donné que notre persistance est supportée par les HDVF, classiquement la persistance a du mal à pouvoir dire, alors on sait qu'il y a des trous, mais on peut difficilement les identifier, les localiser. Nous, étant donné que la persistance est portée par les HDVF, eh bien, ces mesures sont vraiment associées géométriquement à un endroit, à un lieu de l'objet, et donc vont nous permettre aussi d'obtenir, par exemple, ce qu'on appelle des boules d'épaisseur-largeur, qui permettent d'avoir une caractérisation par des boules de la taille du trou. Donc, je vais pouvoir ainsi obtenir une boule me donnant la boule maximale incluse dans le trou. Et puis, j'ai d'autres boules qui vont me donner la zone fragile du trou, c'est-à-dire son épaisseur. Et à partir de ça, donc ça c'était des petits exemples de ce qu'on obtient. Et puis à partir de ça, l'autre effet collatéral, c'est qu'on a plein de trucs, plein d'autres effets, plein d'autres corollaires qui permettent de remplir, fermer les trous de la manière la plus efficace possible, ou alors calculer des générateurs d'homologie et cohomologie quasi minimaux. Ils ne sont pas minimaux, mais ils sont quasi minimaux. Voilà. Je vous remercie.